économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Nouvelle édition sur Africable Télévision. Bienvenue, bonsoir à tous. Voici les titres de ce journal. Avec le conflit au Mali, le Niger, pays voisin, vit dans la peur d'un attentat et de l'islamisme radical. Depuis quelques jours, les contrôles ont été renforcés, notamment à Niamey, la capitale. Après 7 années de détention au Mexique, Florence Cassé est enfin arrivée en France. La jeune Française de 38 ans avait été acquittée hier par la Cour suprême du Mexique. Et enfin, Coupe d'Afrique des Nations, deuxième journée du groupe B à Port-Elizabeth. Le Ghana a battu le Mali au score final 1-0. Du coup, les Black Stars prennent la tête du groupe. On fait le point dans un instant avec Yacouba Dansoko. Voilà pour le sommaire, et c'est sous le Niger que nous ouvrons ce journal. Le Niger, pays voisin du Mali, qui vit aussi la menace de l'islamisme radical et la peur d'un attentat. Du coup, au sein de la population, l'intervention française au Mali est plutôt bien vécue. Au Niger, la guerre est dans tous les esprits, mélange de sentiments patriotiques et de peur. Au marché central de Niamey, le conflit malien ne fait pas forcément l'affaire des commerçants. Nous, on a peur. Le marché ne fonctionne pas. Les conflits ne sont jamais bons. Dans un pays où il y a une guerre, on ne peut pas voyager, tu ne peux pas faire des affaires. Niamey, ville autrefois paisible, vit désormais dans la peur d'un attentat. Depuis quelques jours, les contrôles ont été renforcés. Les patrouilles de police font le va-et-vient. Devant chaque bâtiment, une présence qui rassure, comme devant le lycée français La Fontaine, temporairement fermé. Dans la rue, pas un expatrié, seules quelques Nigériennes se risquent encore à manger des brochettes devant le lycée. On a peur qu'ils débarquent ici et que ça soit la même chose qu'au Mali. Mais bon, on a confiance aussi à nos autorités. À quelques mètres d'ici, le maquis de Toulousain. C'est là qu'en janvier 2011, 2 jeunes Français ont été kidnappés par un commando islamiste avant de périr dans la course-poursuite menée contre leurs assaillants. Depuis le problème de janvier 2011, j'ai perdu beaucoup de clientèle maintenant, vraiment parce que ici c'était le lieu où fréquentaient beaucoup les expatriés, mais maintenant les gens ne viennent plus. J'ai moins de clientèle maintenant. On pense toujours que ça peut toujours revenir un jour. Ça peut revenir comme ça peut ne pas revenir. Mais ça, personne ne peut savoir. Dieu seul sait. Pour beaucoup, au Niger, la guerre contre les djihadistes a véritablement commencé il y a 2 ans. Et on vient de l'apprendre, au Mali, les autorités ont décidé d'interdire la presse dans 3 villes, à savoir Sévaré, Niono et Mopti. L'information nous est confirmée tout à l'heure par une source militaire. 24 heures après sa libération décidée par la Cour suprême du Mexique, Florence Cassé est arrivée cet après-midi en France. La France, son pays qui lui a déroulé les tapis rouges et accueilli en officiel. La jeune Française de 38 ans avait passé 7 années de détention au Mexique. 12h38, le vol Air France 439 Mexico-Paris vient d'atterrir sur l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. À son bord, Florence Cassé. Ce qu'elle voit en premier de la France, c'est la neige et le froid après 7 ans passés dans une prison du Mexique. Sur le tapis rouge où elle doit faire ses premiers pas sur le sol français, l'attend déjà son frère pour apporter la chaleur des retrouvailles. En un regard. Les premiers mots de Florence Cassé évoquent la liberté. Libre, je l'ai toujours été dans ma tête. Toujours de l'espoir, toujours de la force et toujours la crainte de... Et si on me refusait encore cette fois-ci? Donc j'étais prête à tous les schémas, j'étais prête. Je crois que j'ai été innocentée. La Cour suprême a déclaré ma liberté immédiate et absolue. Profiter des siens et vivre, voilà son souhait le plus immédiat, confie-t-elle sur le tarmac. À ses côtés, le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, pour ainsi saluer tous ceux qui ont œuvré à sa libération en France et au Mexique. Pour son avocat, ce jour marque surtout la fin d'un combat. L'innocence, vous savez, quand vous êtes innocent, vous pouvez y croire
Et un jour ou l'autre, ça triomphe. À présent, le chaos médiatique, après 7 ans privés de liberté, Florence Cassé va désormais devoir répondre toute la journée aux sollicitations des journalistes. C'est peut-être la fin de la discrimination au sein de l'armée américaine. Elle a officiellement levé l'interdiction d'envoyer des personnels féminins sur les lignes de front, une décision saluée par de nombreux Américains. Dawn connaît déjà les réalités du combat. En Irak, elle a perdu un bras. Il n'y a pas une grande différence avec les missions auxquelles nous participions aux côtés de l'infanterie. On menait tous le même combat, on faisait tous la même chose. Dawn, comme des milliers d'autres femmes, ne faisait pas officiellement partie des unités de combat, règlement oblige. Mais dans un conflit sur ligne de front, l'interdiction était devenue obsolète. Le Pentagone va la supprimer et ouvrir aux femmes 200 000 postes, la plupart dans l'armée de terre et les Marines. Je suis totalement enchantée par la suppression de cette règle. Dans le monde civil, on dit que les femmes ont atteint un plafond de verre quand elles ne peuvent plus progresser dans leur travail. À l'armée, on pourrait l'appeler le plafond gris-vert. Je pense que si les femmes veulent se mettre en première ligne, elles ont tous les droits d'y être. Dans chaque ménage, il y a déjà une femme qui commande. Pourquoi pas à l'armée? Un nouveau changement majeur, 16 mois après l'abolition de la loi obligeant les militaires gays et lesbiennes à taire leur homosexualité sous peine d'exclusion de l'armée. Dans l'actualité de ce jeudi, l'heure n'est visiblement pas au dialogue entre Pyongyang et Washington. La Corée du Nord entend régler ses différends avec les États-Unis par un défi. Elle veut procéder à un nouvel essai nucléaire, un essai qui sonne également comme une réponse aux sanctions internationales. C'est par la force et non par les mots que Pyongyang entend régler ses différends avec les États-Unis. Comme le montre le présentateur de la télévision nord-coréenne, l'heure n'est visiblement pas au dialogue. Ce matin, Pyongyang a annoncé son intention de procéder à un nouveau tir d'essai nucléaire, un défi clair et net à Washington. Nous ne cachons pas que les satellites et les fusées à longue portée que nous continuerons de lancer et l'essai nucléaire de haut niveau auquel nous procéderons visent notre ennemi juré, les États-Unis. Cette annonce est aussi une réponse à la décision des Nations Unies de voter une résolution imposant des sanctions à Pyongyang. Une résolution votée aussi par l'allié chinois de la Corée du Nord et qui faisait suite à un tir de fusée le 12 décembre dernier. Cette fois, le régime nord-coréen pourrait décider de faire exploser une bombe à l'uranium enrichi et non au plutonium. Ce serait son 3e test en 6 ans. Fort du soutien du Conseil de sécurité, Washington déconseille à Pyongyang de s'y aventurer. Nous devrons exécuter les clauses prévoyant des sanctions dans la résolution qui vient d'être votée au Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous le ferons et ensuite nous envisagerons quel pas supplémentaire pourra être nécessaire. À Pékin, même appel à la retenue et au calme, pas d'escalade verbale et de menaces de part et d'autre. Un nouvel essai nucléaire pourrait de nouveau aggraver la situation dans la péninsule coréenne et marginaliser encore plus Pyongyang. La communauté musulmane a célébré hier soir le Mawlud qui marque la naissance du prophète Mohammed. Au Mali, avec l'état d'urgence en vigueur, les fidèles se sont tout simplement retrouvés dans les mosquées pour des prières. Reportage Habib Khan, Daouda Doumbia. Le Mali, à l'instar de la Oumma islamique, a célébré le Mawlud, marquant l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Une fête qui intervient cette année dans un contexte particulier. Le Mali vit depuis bientôt une année une crise politico-militaire qui a vu des rebelles s'emparer des 2/3 du territoire national. Ce qui a poussé les autorités politiques à prendre des mesures exceptionnelles pour la célébration de la fête en tenant compte de l'état d'urgence. Avec la foi en Dieu, nous arriverons à bout, n'est-ce pas, des difficultés, n'est-ce pas, que nous vivons aujourd'hui, dans l'unité, dans la concorde de tous les musulmans et de tous les Maliens, sans exception. Le ministre des Affaires religieuses et du culte, Dr Yacouba Traoré, qui a fait le tour des mosquées, zawiyas et autres domiciles pour se rassurer du bon déroulement de la fête, il s'est dit satisfait tout en réitérant aux leaders religieux et aux fidèles l'appel du gouvernement pour une prière en vue d'une sortie de crise au Mali. Le gouvernement a placé les Mawlud de cette année dans le cadre des prières et des bénédictions afin que le Mali puisse recouvrer son intégrité territoriale, ce qui est synonyme de paix retrouvée et de relance des activités économiques. De prier afin que nous ayons des élections libres, transparentes et crédibles. Également de prier
afin de consolider l'unité nationale, le pardon, la tolérance. Rendez-vous a été pris pour l'année prochaine sur les places publiques dans un Mali unifié et qui demeurera à jamais un et indivisible. Nous l'espérons tout de même. Merci à Habib Khan pour ce reportage. Retour au Niger pour parler économie avec cette inauguration du nouveau siège social de la société des microfinances à Soussou. Après 8 années d'exercice, elle s'impose désormais comme un outil indispensable de lutte contre la pauvreté au Niger. Sarki Aboubakar, Razagabashi avec notre bureau à Niamey. C'est en grande pompe que le nouveau siège social de la société de microfinance Asusu SA a été inauguré. Cet imposant bâtiment de 3 étages est le fruit de 8 années de dur labeur couronné de résultats édifiants. Asusu SA, aujourd'hui, c'est plus de 3000 villages desservis à travers le Niger de Ingingimi jusqu'à Woté. Asusu SA, aujourd'hui, c'est plus de 265 000 clients épargnants qui sont servis dans 33 guichets et points de service. Asusu SA, aujourd'hui, c'est également plus de 55 milliards de francs CFA de microcrédits injectés dans l'économie nationale. Nous voilà devant ce bâtiment, fruit d'un financement à 50% sur fonds propres et 50% sur emprunt bancaire auprès d'Ecobank Niger. Ce siège, nous l'avons aussi bâti pour les générations futures qui auront la lourde responsabilité de conduire un jour la destinée de Asusu SA. Pour l'occasion, c'est un panel d'invités qui a effectué le déplacement en guise de reconnaissance pour cette société de microfinance qui depuis plusieurs années a transformé la vie des populations vulnérables, surtout en milieu rural. Et pour assurer cette noble mission, Asusu SA a été soutenu par plusieurs investisseurs privés. Madame la directrice a su, au bout de 5 minutes de discussion, vendre la destination Niger et Asusu dans un canevas que n'importe quel investisseur comprendrait aisément. Cette démarche professionnelle ne nous a pas laissé indifférents. Nous avons investi dans l'institution. Ce parcours exceptionnel qui force l'admiration doit surtout faire tache d'huile. Asusu SA est le premier cas de transformation institutionnelle ayant abouti avec succès dans l'espace de l'Union monétaire ouest-africaine. C'est donc une fierté pour le Niger en général et pour le système financier en particulier. En effet, il est heureux de constater qu'il y a des exceptions qui doivent inspirer les autres intervenants du secteur. Une visite guidée permettant aux invités d'être au contact des installations et outils de travail a clôturé cette cérémonie. Un mot de sport, football, la Coupe d'Afrique des Nations bat son plein en Afrique du Sud. Deuxième journée du groupe B à Port-Elizabeth. Le Ghana a battu le Mali, score final 1-0, but sur pénalty à la 38e minute. Du coup, le Black Star du Ghana s'empare du fauteuil des leaders. Yacouba Dansoko pour le commentaire. Ce match entre le Ghana et le Mali est décisif pour les deux équipes. Les Black Stars en maillot blanc affrontent les Aigles au compte de la deuxième journée dans la poule B. Pour le Mali, il s'agit de gagner pour se qualifier ou faire un match nul pour rester leader ou deuxième. Quant aux Ghanéens, l'équation est très simple. Gagner pour s'emparer du fauteuil du leader. Nous jouons la 6e minute dans ce match, le tournoi de la rencontre. Le gardien ghanéen Fataou Daouda manie la balle hors de sa surface de réparation. Le règlement est clair, il y a expulsion du gardien plus coup franc. Mais l'arbitre ivoirien Doué Noumandiès en a décidé autrement. Après la phase d'observation, le Ghana décide de prendre les commandes de ce match. À la 32e minute, Badou de la tête surprend Samassa, sa balle s'écrase sur le poteau. 3 minutes plus tard, les Blasta obtiennent un penalty. Sur cette intervention, Adama Tamboura déstabilise Badou dans la surface. Moubarak Wakasso, sans trembler, bat Mamadou Samassa. 1-0 pour le Ghana. Un score qui va rester inchangé jusqu'à la pause. Les Aigles entament la seconde période avec détermination. Dès le coup d'envoi, El Hadji Maman Traoré serre Seydou Keita qui ne peut redresser le ballon.
À la 60e minute, Modibo Maïga arrache la balle à Vorsa, mais ne s'applique pas dans la passe. À 15 minutes du coup de sifflet final, sur ce coup franc ghanéen, Samassa sort in extremis la balle d'El Phénoméno Badou. Le Ghana s'impose par 1-0 et passe devant le Mali au classement. Les Aigles sont avertis, ils n'ont plus droit à l'erreur s'ils veulent toutefois disputer le second tour de cette 29e CAN Orange. Voilà, toujours dans le groupe B, le deuxième match s'est achevé tout à l'heure sur le score de 0 but partout entre le Niger et la République démocratique du Congo. Et justement, parlant de cette Coupe d'Afrique des Nations 2013, il y a un pays leader dans le football qui ne s'est pas qualifié. Il s'agit du Cameroun et du coup, les supporters boudent la fête du football africain malgré la présence des stars qui s'agitent sur le petit écran. Par endroits dans le pays, il n'y a presque personne pour les regarder. La télévision est allumée dans un coin. Pour rien, personne ne la regarde. Pourtant, sur le petit écran, les stars comme Didier Drogba défilent. Mais à Douala, on va qu'à ses occupations. La ferveur n'y est plus. Une fois de plus, la Coupe d'Afrique des Nations se joue sans les lions indomptables. Ce n'est pas là la raison. Moi, je veux dire que c'est manque de temps pour moi. Voilà, on invoque des journées surchargées pour ne pas reconnaître qu'on a le cœur gros. Même la reprise du championnat national a été repoussée. Ici, au stade de Batié, viennent se consoler certains supporters frustrés. Ils voient de nouvelles nations émerger dans un sport où le Cameroun a longtemps été roi. Il y a des petits pays qui sont sortis là, et de l'anonymat même. On est en train de voir l'Éthiopie et on voit le Niger, malgré qu'il a été battu, qui sont en train d'émerveiller les gens. Je crois que c'est le football africain qui est en pleine révolution. Pendant que la CAN bat son plein, les Lions indomptables, eux, se concentrent sur les éliminatoires du Mondial 2014. Et pour les supporters, il ne vaudrait mieux pas rater ce rendez-vous. Voilà, malgré tout, vive le sport. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie d'Africable Télévision. N'oubliez pas Yacouba Dansoko tout à l'heure pour Ça se passe en Afrique du Sud. Quant à moi, je vous retrouve demain, même heure, même plateau. À demain. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable.